Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour, chers étudiants. Je vais vous présenter aujourd'hui le séminaire du droit du commerce international. C'est un séminaire important pour tout juriste qui s'intéresse aux affaires internationales. Analyser, savoir négocier et rédiger les contrats commerciaux internationaux, savoir gérer les problèmes que peuvent faire naître leur exécution sont aujourd'hui des impératifs pour tout opérateur du commerce international. C'est pourquoi la méconnaissance du droit du commerce international peut coûter très cher, aussi bien pour la poursuite des objectifs de l'entreprise qu'en termes de dommages et intérêts à verser à la partie adverse ou en termes d'honoraires d'avocats. Le droit du commerce international se définit comme l'étude des règles juridiques s'appliquant aux opérateurs et aux opérations du commerce international. Il fixe en substance les règles applicables aux opérations du commerce international. On peut donc de façon préliminaire retenir déjà qu'est international le contrat qui présente des points de contact, donc des éléments d'extranéité avec le droit de plusieurs États ou avec le droit international. Bien avant le droit du commerce international d'aujourd'hui, il a existé depuis l'Antiquité des règles qui ont permis aux marchands de nouer des rapports entre eux au-delà des frontières de leurs juridictions et territoires respectifs. Ce droit de marchand que nous appelons aujourd'hui la lex mercatoria a pendant longtemps régit les relations commerciales internationales et ce droit a permis d'assurer le développement des échanges entre des peuples, des puissances qui ne parlaient pas la même langue, qui n'avaient pas la même vision politique ni la même religion, mais qui étaient mus par le même intérêt, celui de faire de bonnes affaires ensemble. Il s'agissait d'un ensemble de règles de droit fondées sur la coutume et les usages des marchands. On a vu ce droit se développer au cours des siècles, se raffermir jusqu'à la période d'après Première Guerre mondiale, donc dans les années 20. On a vu donc se mettre en place les bases de l'ordre commercial international moderne, fondé sur le libre-échange, d'une part, et d'autre part, sur la volonté des divers États d'assurer un minimum de règles permettant aux uns et aux autres d'avoir confiance dans le développement des échanges. Aujourd'hui, ce droit du commerce international est donc devenu l'outil permettant aux divers acteurs économiques d'établir des relations commerciales internationales encadrées par le droit. Mais ce droit du commerce international reste tout de même une matière complexe qui comprend plusieurs ramifications et qui est au carrefour de plusieurs branches du droit. Qu'il s'agisse du droit commercial, du droit des affaires, du droit des sociétés, du droit des paiements, ou bien des divers droits nationaux qui vont avoir sur le droit du commerce international une influence certaine. Aujourd'hui, malgré la multiplication des instruments juridiques,
malgré l'affirmation de la liberté mondiale des échanges, il n'existe toujours pas un code du commerce international qui serait applicable à l'échelon de la planète, ou plus modestement à l'échelle d'une région comme l'Afrique. C'est pourquoi chaque opération, chaque contrat du commerce international peut être régi par divers instruments juridiques. Parmi les sources du droit du commerce international, nous avons d'abord le droit conventionnel, les conventions internationales. Donc la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises est le texte emblématique. Donc, première source, la Convention internationale. Deuxièmement, en l'absence de convention internationale, et pour les questions non réglées par aucune convention, ou bien simplement lorsque la convention applicable est écartée, les parties peuvent choisir le droit national. Le droit national est choisi par les parties, notamment ce qu'on appelle la lex contractus, lorsque celui-ci va régir leur contrat selon leur volonté, affirmant ainsi le principe de l'autonomie. Mais le droit national peut également régir une opération du commerce international parce qu'il est désigné par les règles de conflit de loi en matière de droit international privé. Troisièmement, nous avons, après les conventions, après le droit national, nous avons les usages du commerce international. Ces usages forment ce que nous avons appelé la lex mercatoria. Ces usages peuvent suppléer ou combler les lacunes de la Convention internationale ou du droit national applicable. Cette diversité théorique des règles est heureusement compensée par l'existence de nombreux principes généraux communs aux divers droits nationaux qui peuvent apparaître dans certaines conventions internationales et dans les publications privées d'audience internationale. À côté de ces premières règles matérielles, nous avons d'autres règles qui sont inscrites dans divers instruments d'inégale portée juridique. Nous pouvons citer, entre autres, les usages commerciaux internationaux que nous appelons les incoterms. Élaborés dès 1936 par la Chambre de commerce internationale, les incoterms précisent qui, de l'acheteur ou du vendeur, doit supporter les frais et les risques du transport des marchandises ainsi que la charge de l'assurance ou du dédouanement. Nous avons également les lois types. La loi type ici est un modèle de loi élaboré par la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international qui permet aux États d'intégrer ce modèle en le traduisant en loi nationale sans en modifier les parties substantielles. Une fois que la loi type est intégrée dans une loi nationale et promulguée, elle devient une loi nationale. L'avantage que les États en tirent, c'est que lorsque vous adoptez une loi type, vous ne pouvez pas modifier les parties substantielles de cette loi. Vous devrez l'adopter comme telle.
Ce qui permet, en matière de droit du commerce international, à tous les acteurs de connaître la loi, même lorsqu'elle est adoptée et promulguée dans une langue différente. Puisque si vous avez la même loi type chez vous, vous en connaissez les parties substantielles, les éléments importants. Dans ce cas, vous n'aurez pas besoin forcément de traduction, puisqu'il s'agit substantiellement de la même loi adoptée un peu partout dans les diverses langues du commerce international. Nous avons également les contrats types qui obéissent à la même logique que les lois types. Les contrats types servent à normaliser les approches juridiques des différents pays et cultures et, sur cette base, engagent les parties contractantes à répondre aux questions les plus fréquentes lors d'une élaboration de contrats commerciaux internationaux. On pourrait enfin citer toute la dynamique d'harmonisation des règles commerciales au niveau régional pour encourager notamment l'intégration régionale. À cet égard, l'innovation la plus marquante vient de l'Afrique avec le droit OHADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires en Afrique. Le droit du commerce international, comme nous venons de le voir, comprend plusieurs instruments juridiques d'inégale valeur et portée juridique. Mais ce même droit du commerce international couvre également un domaine très vaste et complexe d'échanges internationaux sur la base de plusieurs matières juridiques. Nous avons dans le droit du commerce international, outre les questions de transport, d'assurance, de droit maritime, etc., nous avons les questions spécifiques des contrats commerciaux internationaux. Nous avons la matière de l'arbitrage commercial international et de la conciliation. Nous avons la matière de la vente internationale de marchandises. Nous avons la matière des droits des sûretés à l'international. Nous avons la matière de l'insolvabilité internationale. Et nous avons la matière des paiements internationaux des marchandises. Nous avons la question émergente, mais combien très complexe, du commerce électronique. Nous avons la matière, la passation du marché et du développement des infrastructures, notamment dans les partenariats publics et privés. Nous avons enfin la question du règlement des litiges en ligne, qui est lié au commerce en ligne. Puisqu'aujourd'hui, le développement fulgurant du commerce en ligne, le e-commerce, génère nécessairement des litiges. Or, ce commerce étant en ligne, il est très difficile pour deux acteurs économiques se trouvant à deux endroits différents de la planète de vouloir se retrouver pour régler le litige qui naîtrait de la transaction commerciale opérée en ligne. Il est donc mis en place des modalités de règlement des litiges en ligne. Voilà, sans en dresser un tableau exhaustif, les principales matières que couvre le droit du commerce international. Vous voyez bien que l'étendue des questions juridiques traitées par le droit du commerce international est vaste, complexe et redoutable. Il ne sera donc pas possible, dans le cadre de ce séminaire, qui est en quelque sorte un séminaire introductif au droit du commerce international, d'évoquer tous ces sujets, d'approfondir toutes ces questions. Pour votre formation ultérieure, pour le renforcement de vos capacités en la matière, je vous suggère d'aller sur le site
de l'Organisation mondiale du commerce, d'une part, et d'autre part, sur les sites de la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international et le site du Centre pour le commerce international. Vous avez sur ces divers sites des outils et des formations plus approfondies, thématiques, qui vous seront utiles si vous souhaitez améliorer vos compétences juridiques en matière de droit du commerce international ou approfondir des questions spécifiques. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure du règlement des litiges en ligne. Allez sur le site de la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international, vous trouverez les notes techniques permettant de mettre en place un procès en ligne. Notons, au-delà de toutes ces réserves, notons que, de façon pratique, les opérations du commerce international ne diffèrent pas dans leur nature des opérations du commerce interne. Il s'agit des opérations classiques. C'est le droit applicable qui change. Il s'agit de la vente, de la location, des chèques, des effets de commerce, des garanties, des sûretés, des droits d'auteur, des brevets, etc. Ces opérations, dans leur nature, ne sont pas différentes des opérations qui sont menées dans le cadre commercial interne. Ce qui va changer ici, c'est leur mise en contact avec plusieurs systèmes juridiques. Dès lors que l'opération commerciale veut franchir une frontière, elle se heurte nécessairement aux diverses contraintes juridiques qui font la spécificité du droit du commerce international. Le rattachement du contrat à plusieurs systèmes juridiques peut révéler le conflit de loi ou le conflit de juridiction. Alors, un dernier effort tend à affiner la teneur de ce critère économique. La jurisprudence a d'ailleurs développé le critère de la mise en jeu des intérêts du commerce international afin de caractériser un contrat international. Donc, il faut retenir que la nature de l'opération en tant que telle n'est pas différente. S'il s'agit d'une vente, c'est une vente. La difficulté naît de la règle de droit qui va régir cette vente. À l'intérieur d'un pays, nous savons quelles sont les règles juridiques qui régissent les opérations de vente. Si un litige naît, nous connaissons le juge compétent pour trancher les litiges en matière de vente. Mais, et c'est là toute la différence, en droit du commerce international, le droit applicable n'est pas forcément celui auquel vous pensez. Et le juge compétent n'est pas nécessairement celui auquel vous pensez. Vous voyez donc que ce n'est pas un droit homogène. Ce n'est pas un droit homogène. C'est un droit qui a plusieurs ramifications. C'est un droit qui est affecté par les spécificités des relations commerciales internationales, qui est affecté par la diversité des systèmes juridiques, qui est sous influence des diverses cultures juridiques. Il faut donc, lorsque vous abordez les questions de droit du commerce international, lorsque vous interviendrez comme juriste, comme arbitre, comme juge, comme avocat, comme conciliateur, médiateur, dans les différends relatifs au commerce international, il faut toujours avoir à l'esprit que la question du droit applicable, la question de la juridiction compétente, éventuellement le mode de désignation du tribunal arbitral restent et resteront des questions complexes. Il faut également retenir
que les matières sur lesquelles porte une telle discipline sont des matières complexes. La problématique de l'insolvabilité internationale ne peut pas être comprise de la même manière que l'insolvabilité sur le plan interne. Il faut donc approfondir pour chaque cas les règles qui gouvernent votre affaire pour que le dossier soit traité avec rigueur et efficacité. Comme je l'ai dit, dans le cadre de ce séminaire introductif, nous ne pouvons pas approfondir toutes ces questions, ce qui non seulement serait fastidieux, mais ferait que le séminaire soit anormalement long. Nous allons donc nous limiter à 3 chapitres. Premièrement, nous vous présenterons les institutions qui gouvernent le droit du commerce international. Ensuite, dans un deuxième chapitre, nous verrons quels sont les instruments juridiques du commerce international. Et enfin, dans un troisième chapitre, nous verrons quelles sont les contraintes juridiques du commerce international. Et parmi ces contraintes, il y a nécessairement la question de la résolution des litiges. Voilà donc l'ossature de ce séminaire et nous commençons sans tarder sur le premier chapitre, à savoir les institutions du commerce international. Ces institutions du commerce international se répartissent en 2 grandes catégories. Il y a d'une part les institutions internationales, donc l'objet de notre première section, puis d'autre part les institutions nationales qui seront l'objet de notre seconde section. D'abord, les institutions internationales du commerce international. L'encadrement juridique du commerce international est assuré par de nombreuses institutions sur le plan international, dont les plus représentatifs sont l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, le Fonds monétaire international, le FMI, et la Banque mondiale, l'Organisation maritime internationale, OMI, l'Organisation mondiale des douanes, la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, le Centre du commerce international, la CCI, et la Banque africaine d'import-export, Afreximbank. J'ai estimé, puisque nous sommes dans le contexte africain, qu'il était important d'avoir un regard sur cette institution qui est bien souvent ignorée lors du montage financier des opérations du commerce international. Cette liste que je vous présente n'est pas exhaustive. Vous voyez bien qu'il y a certaines institutions que j'ai volontairement écartées. Aujourd'hui, par exemple, on aurait pu intégrer dans cette liste l'Union africaine avec le projet du marché commun africain qui permet et qui permettra à terme d'abolir les frontières dans l'espace économique africain. J'aurais pu évoquer certaines institutions régionales ou sous-régionales qui ont également un rôle à jouer dans le développement du commerce international, notamment le commerce international intra-régional. Je prendrai le cas de la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale, qui, par la mise en œuvre du droit communautaire, a également un rôle à jouer pour réguler les échanges au sein de cette sous-région. Mais je considère que sur certains points, ces institutions ont fait l'objet de séminaires spécifiques. Je prends l'exemple du droit communautaire. Il y a un séminaire dédié
à cette matière. Donc je ne reviendrai pas ici sur cette question. Ensuite, certaines institutions que je viens de citer, je ne veux pas faire des développements parce que j'estime qu'il y a des enseignements dédiés sur ces questions. Il y a des enseignements dédiés sur le droit maritime, donc dans le cadre du séminaire de droit maritime, il est important de revenir sur l'Organisation maritime internationale. Dans le cadre du droit douanier, il est important de revenir sur l'Organisation mondiale des douanes. Donc ces deux institutions, par exemple, je ne vais pas les présenter ici. Mais celui qui souhaiterait avoir une information plus approfondie sur ces deux institutions pourra toujours intervenir, envoyer un message pour que nous puissions échanger là-dessus. Je vais donc présenter les institutions qui restent. D'abord, l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, est la principale institution internationale qui veille à l'application des règles régissant le commerce international. D'une manière globale, elle a pour mission de contribuer à la libéralisation du commerce des biens et services ainsi que des investissements à l'échelle mondiale. Et de façon spécifique, l'OMC a la mission de faciliter la mise en œuvre, l'administration et le fonctionnement des trois principaux accords issus des négociations de Marrakech en 1994. Il s'agit de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, le GATT, l'accord général sur le commerce des services, la GCS, l'accord général sur les aspects de droit de propriété intellectuelle, l'ADPIC. L'OMC vise également à contribuer à l'élargissement du libre-échange entre ses États membres tout en respectant les règles en vigueur issues des différentes négociations commerciales internationales. Notamment la mise en œuvre de l'accord de Marrakech que je venais de citer tout à l'heure. L'OMC administre également les procédures de règlement des différends pour les conflits commerciaux internationaux. L'OMC sert également de cadre pour les négociations commerciales entre ses membres. Et enfin, l'OMC gère le mécanisme d'examen des politiques commerciales. D'un point de vue institutionnel, l'OMC reproduit, en les toilettant évidemment, les structures et principes du GATT. On voit donc que l'administration de l'Organisation mondiale du commerce comprend une conférence ministérielle composée des représentants de tous les États membres, se réunit au moins une fois tous les 2 ans, le Conseil général, qui est donc l'instance permanente, lui aussi composé des représentants de tous les adhérents, qui se substitue donc à la conférence ministérielle qui se tient tous les 2 ans, et le Conseil général exerce donc les fonctions dévolues à la conférence ministérielle dans l'intervalle de ces réunions. Mais le Conseil général exerce également les fonctions d'organe d'examen des politiques commerciales, puis administre également l'organe de règlement des différends. Les accords de l'OMC portent sur un large éventail de domaines d'activité. On va de l'agriculture au textile jusqu'aux activités bancaires, télécommunications, marchés publics, hygiène alimentaire, jusqu'à la propriété intellectuelle. Cependant, un certain nombre de principes fondamentaux innervent tous ces instruments. Ces principes sont les suivants. D'abord, il y a le principe de non-discrimination, qui a 2 expressions, la clause de la nation la plus favorisée et le principe du traitement national. Donc, le principe de non-discrimination s'articule en 2 sous-principes, la clause de la nation la plus favorisée et le principe du traitement national. Que faut-il entendre par là? Il est convenu au sein de l'OMC qu'il ne doit pas y avoir de discrimination entre États membres.
tous les membres de l'OMC ont le devoir de traiter les autres membres, tous les autres membres, de façon égale. C'est pour ces raisons que les États doivent appliquer la clause de la nation la plus favorisée. C'est-à-dire, les avantages que vous accordez à un État membre, vous devrez les accorder à tous les autres États membres. Ensuite, le principe du traitement national. La façon dont vous traitez vos propres entreprises, vos propres acteurs économiques chez vous, vous devez réserver le même traitement aux étrangers installés chez vous. C'est le principe du traitement national. Il ne doit pas y avoir de différence de traitement entre les nationaux et les étrangers dans le secteur du commerce intérieur. Donc, la non-discrimination, elle s'inscrit en deux temps. Premièrement, dans les rapports entre États. Tout le monde doit être traité de la même façon. Ensuite, dans un deuxième temps, à l'intérieur de chaque pays, toutes les entreprises doivent subir le même traitement. Si par exemple, vous accordez des subventions à des entreprises installées chez vous, ces subventions doivent concerner tout le secteur économique que vous subventionnez. Si vous subventionnez le secteur de l'automobile, toutes les entreprises du secteur de l'automobile devraient être éligibles à ces subventions. Qu'il s'agisse des entreprises appartenant à vos nationaux, que les entreprises appartenant aux étrangers, mais installés chez vous. Voilà le sens et la portée du principe du traitement national. Enfin, le système juridique de l'OMC promeut une concurrence loyale entre États et entre entreprises. La concurrence doit être loyale. Lorsqu'il y a donc des distorsions à cette concurrence, on parlera de la concurrence déloyale. C'est pourquoi il est interdit, par exemple, de faire du dumping. Le dumping, c'est quoi? Vous n'avez pas le droit d'exporter vos marchandises à des prix qui sont inférieurs au coût de production de ces marchandises. Si vous fabriquez un bien et que le coût de fabrication de ce bien vous revient à 1000 $, vous ne pouvez pas aller vendre ce produit à l'étranger à 800 $. Ce serait du dumping. Pourquoi? Parce qu'étant donné que l'opération économique ne vise pas à perdre l'argent, cela veut dire que les 200 $ que vous perdez, qui représentent une partie substantielle du coût de fabrication, seront compensés à l'intérieur de votre pays par d'autres mesures cachées, soit des mesures fiscales, soit des avantages indus, consentis, pour faire de votre entreprise à l'extérieur une entreprise compétitive, alors qu'elle ne l'est pas réellement, puisque une partie de l'argent est simplement couverte par l'argent public. Le dumping vise, dans bien des cas, à gagner les marchés, à détruire les économies et à obtenir, après, des monopoles ou des oligopoles, permettant ainsi de s'imposer durablement sur un marché et en détruisant les emplois et les entreprises dans le pays. C'est pour ça que le dumping est interdit. De même, on interdit, donc, pour avoir une concurrence loyale, les subventions à l'exportation. C'est aujourd'hui un problème majeur dans le monde. On voit aujourd'hui sur les marchés africains, vous avez un poulet, par exemple, qui est produit en Europe et qui est vendu à 1000 francs CFA. Et le poulet qui est produit localement, qui est vendu à 3000, 4000, 5000 francs CFA. Dans ces conditions, le poulet local ne pourra non seulement pas concurrencer sur son propre marché le poulet importé, mais plus grave, le poulet local ne pourra jamais être exporté. Alors qu'est-ce qui explique ces différences de prix? Mais ce sont les subventions à l'exportation. Parce que le poulet qui est vendu sur le marché africain venant d'Europe ou du Brésil à 1000 francs CFA est un poulet subventionné. Parce que le producteur européen du poulet reçoit des subventions
dans le cadre de la politique agricole commune qui font que le coût réel du poulet qu'il vient vendre en Afrique, qui serait peut-être de 5 000 francs CFA, est couvert. Il y a 4 000 francs de subvention qu'il reçoit. Il peut donc vendre à 1 000 francs, il n'est pas perdant. Alors que l'Africain, qui produit le même poulet à 3 000 francs, qui, certes, avec une marge de 2 000 francs, lui, il ne peut pas. Voilà le piège des subventions à l'export. C'est pour cette raison que les règles de l'OMC interdisent les subventions à l'exportation. Et lorsque les règles que je viens d'évoquer dans le cadre de l'OMC sont violées, sont enfreintes par un État, une entreprise, il existe une justice interne à l'Organisation mondiale du commerce. Cette justice, c'est l'organe de règlement de différends, qui est le mécanisme essentiel du règlement des différends pouvant opposer les États en matière d'action commerciale. La procédure de l'ERD se décline en plusieurs étapes. D'abord, lorsqu'il y a un litige, il y a ce qu'on appelle la consultation interétatique. La consultation interétatique. Les pays qui en ont un problème doivent se consulter pour essayer de trouver une solution au problème. Ensuite, s'il n'y a pas de solution, un groupe spécial composé d'experts venus de pays différents et choisi en consultation avec les pays partis différents sera constitué. Et ce groupe spécial pourra rendre un rapport pour indiquer la solution au litige. Il y a une possibilité de faire appel de la décision rendue par le groupe spécial. Et l'appel sera donc porté devant le Conseil général de l'OMC. Lorsque la décision arrive devant le Conseil général de l'OMC, la décision du groupe d'appel est adoptée automatiquement, sauf s'il y a un consensus pour le rejet. Voilà les règles du jeu. S'il y a un consensus pour rejeter la solution proposée par le groupe d'appel, alors le rapport sera rejeté. Mais s'il n'y a pas un consensus, on considère que c'est adopté. Je ne vais pas détailler toute la procédure, parce que c'est une procédure qui est longue, qui est complexe, et qui est enfermée dans les délais. Il faut savoir que la procédure complète jusqu'à la décision de la première instance ne doit pas en principe durer plus d'1 an ou plus de 15 mois s'il y a peine. Les sanctions susceptibles d'être mises en œuvre tiennent essentiellement compte du préjudice subi. Il peut y avoir des mesures de rétorsion, il peut y avoir suspension d'un certain nombre d'avantages, etc. Et à ce titre, je vous recommande d'aller sur le site de l'Organisation mondiale du commerce. Il y a une rubrique organe de règlement de différends, et quand vous cliquez sur cette rubrique, vous trouverez non seulement la jurisprudence, c'est-à-dire toutes les décisions rendues par l'ERD, mais vous trouverez également un cours simulé pour apprendre la justice de l'OMC, pour apprendre comment fonctionne l'ERD. Et vous pouvez vous inscrire gratuitement dans ce cours, vous le suivez et une attestation peut vous être délivrée à la fin. Donc, pour ceux qui souhaitent approfondir les mécanismes de règlement de différends de l'OMC, allez sur le site de l'OMC. Donc, si l'OMC est la principale institution qui régule le commerce international, nous avons également des institutions multilatérales du commerce international. Et la première d'entre elles, ces institutions, c'est, souvent on l'oublie, mais c'est le Fonds monétaire international.
c'est le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international est issu des accords de Bretton Woods de 1944. Et ce sont les mêmes accords qui ont donné naissance à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, à savoir la Banque mondiale. Le FMI a pour fonction de prévenir les crises monétaires en organisant le système de parité fixe des monnaies prenant appui sur le dollar, alors que la Banque mondiale a pour vocation de venir en aide aux États membres qui rencontrent des difficultés conjoncturelles ou structurelles. Le Fonds monétaire international a été mis en place pour favoriser le développement harmonieux de l'économie mondiale. Ce qui lui donne une dimension universelle aujourd'hui, c'est sa capacité à se déployer sur ces 184 États membres. Les ressources du Fonds monétaire international proviennent principalement des souscriptions ou quote-part de ses membres. Les pays versent 25% de leurs souscriptions en droits de tirage spéciaux, les fameux DTS, ou dans leur principale monnaie. En ce qui concerne particulièrement le commerce international, le Fonds monétaire a pour mission de promouvoir la coopération monétaire internationale et faciliter l'expansion et l'accroissement harmonieux du commerce international. En outre, le Fonds monétaire a également pour mission de promouvoir la stabilité des changes, éviter les dépréciations concurrentielles des changes et aider à établir un système multilatéral de règlement des transactions qui permet d'éliminer les restrictions de change qui entravent le développement du commerce international. Donc, outre le financement qu'il accorde à ses membres en difficulté, le Fonds monétaire apporte aussi une assistance technique et des instruments de formation. En ce qui concerne le financement, il y a plusieurs mécanismes sur lesquels s'appuie le Fonds monétaire international. D'abord, les accords de confirmation pour une période qui en général est de 12 à 18 mois afin de faire face aux difficultés temporaires de balance de paiement. Il y a les mécanismes élargis de crédit d'une période de 3 à 4 ans en général pour résoudre des problèmes économiques structurels qui causent des carences graves dans la balance de paiement. Il y a le mécanisme élargi de crédit pour une période de 3 à 4 ans également en général pour résoudre des problèmes économiques structurels. Il y a la facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance qui a remplacé la facilité d'ajustement structurel renforcée. Il y a la facilité de réserve supplémentaire qui est un mécanisme qui sert à apporter des concours à court terme aux pays en proie des difficultés de balance de paiement exceptionnelles, notamment lorsqu'il y a eu une perte de confiance soudaine des marchés et aux sorties massives des capitaux. Ça a été le cas de l'Argentine. L'aide d'urgence, qui est créée en 1962, vise à aider les États membres pour faire face à des catastrophes naturelles soudaines et imprévisibles. Donc voilà les instruments qu'utilise le Fonds monétaire international pour pouvoir aider les pays de faire face à des difficultés économiques pouvant entraver leur capacité à nouer avec les autres de bonnes relations commerciales internationales. À côté du FMI, donc j'ai parlé de la Banque mondiale qui intervient dans un certain nombre de projets de développement et qui contribue à ce titre en finançant par exemple l'agriculture, en finançant les infrastructures, etc., contribue à ce titre à asseoir les capacités du pays à l'exportation. Nous avons la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, la CNUSED, créée consécutivement à la conférence de Genève du 23 mars au 16 juin 1964. La CNUSED est un organe subsidiaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. La CNUSED promeut l'idée
des relations plus équitables, des relations économiques et commerciales plus équitables entre pays riches et pays pauvres. Il y a, en tant qu'organe, la conférence, qui est donc l'instance suprême, puis il y a le Conseil du commerce et du développement, qui se réunit à Genève une fois par an pour faire un état des lieux des relations commerciales entre pays riches et pays pauvres. Au nombre des réalisations depuis 1964, au nombre des réalisations de la CNUSED, sans en dresser une liste exhaustive, je peux citer l'accord sur le système généralisé de préférence, en vertu duquel les pays développés appliquent des droits très faibles ou nuls à de nombreux produits exportés par des pays en développement, sans qu'en retour, ces pays leur accordent des concessions commerciales comme contrepartie. Deuxièmement, on peut citer comme réussite la CNUSED la création d'un fonds commun pour les produits de base destinés à financer les stocks régulateurs internationaux ainsi que le pôle recherche-développement. Enfin, troisième réussite, on peut citer l'accord sur le montant de l'aide publique au développement de la part des pays donateurs, dont on a fixé le pourcentage à peu près à 0,7% du PNB pour l'aide du pays en développement. Mais on sait que dans la réalité, ce point n'a toutefois jamais été respecté. Donc, la CNUSED joue également un rôle d'accompagnement des pays en développement pour accroître leur capacité exportatrice sur la scène internationale. Une institution également importante dans le système des Nations Unies en matière de commerce international, c'est la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international. La Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international a été créée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1966 par sa résolution 2205 du 17 décembre 1966. L'Assemblée générale a estimé que les disparités entre diverses lois nationales régissant le commerce international constituent des obstacles au bon déroulement des échanges. C'est pourquoi elle a autorisé la Commission comme le moyen par lequel l'ONU pourrait contribuer plus activement à réduire ou à planir ces obstacles. Ainsi, la Commission a pour mission principale l'unification progressive des règles matérielles du droit du commerce international. Et cette Commission s'est également efforcée d'harmoniser les systèmes nationaux d'arbitrage avec sa loi type qu'elle a adoptée le 21 juin 1985. Elle a également adopté, à titre d'illustration, une loi type sur le commerce électronique en 1996. Donc on voit que depuis sa création, la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international s'attache à moderniser, à harmoniser les règles du commerce international, ce qui permet donc de stimuler la croissance, d'améliorer le niveau de vie et de créer de nouveaux débouchés, de nouvelles opportunités. Et enfin, la Commission, par ses diverses instances, travaille à l'élaboration des règles plus modernes, plus équitables et plus harmonisées des opérations commerce international. On peut également citer l'Organisation internationale du travail qui, par le rôle que cette organisation joue en matière de dialogue social, en matière de normes sociales, contribue à l'amélioration des conditions de travail et au développement des règles internationales en la matière. On peut aussi, ce sont des institutions qui sont importantes, même si le rôle est indirect, on peut également citer l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui, par le développement aujourd'hui fulgurant du droit de la propriété intellectuelle, intervient pour assurer la protection de la propriété intellectuelle dans les relations commerciales internationales. Et comme on l'a vu dans le cours sur le contentieux international, cet organisme a également une procédure arbitrale intégrée qui permet de régler les litiges relatifs aux questions de droit de propriété intellectuelle. On peut citer aussi la Chambre de commerce internationale, qui est une vieille institution créée depuis 1919, mais qui est une organisation non gouvernementale, qui se trouve à Paris et joue un rôle très important dans le règlement des litiges relatifs au commerce international. Parce que la structure interne de cette Chambre de commerce internationale
distingue le conseil qui rassemble les représentants des comités et conseils nationaux, le comité directeur qui est élu par le conseil et en tant qu'organe exécutif de la Chambre, puis le bureau international qui assure la permanence de l'institution et se prononce sur les recommandations, les documents soumis par les commissions et diverses groupes de travail. Et au sein donc de cette chambre de commerce international se trouve la Cour internationale d'arbitrage, puis une deuxième institution importante, l'Institut du droit et pratique des affaires internationales. Donc ces deux institutions sont très importantes. Je vous renvoie au site de la Chambre de commerce internationale pour approfondir la connaissance de cette vieille mais belle institution. Alors, j'ai aussi cité le Centre du commerce international. Donc, même si c'est CCI, mais c'est différent de la Chambre du commerce international. Le Centre du commerce international, lui, il a été créé en 1964 par les membres du GATT, actuel OMC. C'était un organisme de coopération technique lié à la CNUSED et à l'Organisation mondiale du commerce, donc à une tutelle, en quelque sorte paritaire, d'un côté l'OMC, de l'autre la CNUSED. Ce centre est chargé des aspects opérationnels du développement des échanges. Notamment, ce centre est orienté vers les entreprises. Ainsi, donc, sa principale mission consiste à apporter une assistance technique aux opérateurs économiques des pays en développement pour permettre à ces derniers de mieux exploiter leur potentiel en matière de commerce international. Et le Centre de commerce international travaille également sur les politiques commerciales, travaille également sur la promotion des entreprises et contribue véritablement à une meilleure participation des entreprises des pays en développement dans le système commercial international. Une dernière institution multilatérale à citer, importante pour l'Afrique, c'est la Banque africaine d'import-export, ce qu'on appelle Afri-Exim-Bank. Créée en 1993 au Caire, en Égypte, où se trouve d'ailleurs son siège, cette banque assure la promotion du commerce intra- et extra-africain sur la base de deux éléments constitutifs. D'une part, l'accord signé par les États membres et qui confère donc le statut d'organisation internationale à cette banque, puis d'autre part, les statuts signés par tous les actionnaires offrant le cadre général de gouvernance de la banque. Cette banque a un rôle important dans le cadre du commerce international africain. Le capital de la banque est de 750 millions de dollars. Alors, il y a plusieurs axes d'intervention, je ne vais pas revenir sur tout ici. Cela va du conseil et des formations à l'assurance crédit, à la couverture des risques, etc. Par exemple, on voit que cette banque soutient des outils en matière de crédit. On peut citer par exemple le programme de ligne de crédit, le PLC. Ce programme permet de soutenir les exportateurs de petite et moyenne dimension dont la taille et le chiffre d'affaires à l'exportation ne permettraient pas d'être éligibles au financement direct de la banque. C'est un programme spécifique pour les petites et moyennes entreprises. On peut également citer le programme de financement direct, le PFD. Il consiste à proposer des financements pré- et post-expédition à des conditions intéressantes, directement aux entreprises qui justifient, parce qu'il faut quand même une certaine taille, un total de bilan d'au moins 2 millions de dollars et ayant un chiffre d'affaires d'au moins 10 millions de dollars américains. Alors, un autre instrument, donc au niveau de Afri-Exim-Bank, nous avons le programme de financement lié au projet. Ce programme a été élaboré afin de développer la capacité d'exportation des produits manufacturés d'Afrique, en soutenant l'importation de biens d'équipement nécessaires à la transformation de produits d'exportation et les produits dits essentiels. Il y a aussi trois autres outils que l'on peut rapidement citer. Le programme de syndication. C'est un programme de partage de risques utilisé en vue de lever des fonds pour le financement du commerce et des projets sur le continent africain. Il y a le programme de risques spéciaux, le PRS. Dans la pratique du PRS, l'accent a été mis sur la facilité de garantie de risque pays, qui permet à la banque de soutenir les opérations de prêt des banques sur le continent. Donc, c'est-à-dire couvrir une opération de prêt auprès d'une banque locale. Enfin, un dernier instrument,
c'est le forfaitage. Avec ce dispositif, donc avec le forfaitage, la banque est en mesure de soutenir l'importation des biens et équipements pour des activités génératrices d'exportation et des produits dits essentiels. On voit aujourd'hui, donc, c'est une institution qui a un rôle à jouer dans le commerce international africain. D'ailleurs, la banque aujourd'hui entend renforcer l'avantage de l'extension de la facilité de garantie de risque pour payer les assureurs de crédit d'exportation. Cette banque permet aux assureurs africains, même non africains, de crédit à l'exportation pour assumer plus le risque africain, donc il y a une couverture du risque africain. Ensuite, la banque permet aux assureurs africains privés de crédit à l'exportation, ne bénéficiant pas du soutien de leur gouvernement et qui font face à une faible capacité de réassurance de leur risque du pays, de commencer à être plus actifs dans la couverture de crédit dans le cadre du commerce intra-africain. Voilà, donc le rôle de la banque est très important pour le développement du commerce international en Afrique. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne les institutions internationales du commerce international. Regardons maintenant, dans un deuxième temps, les institutions nationales du commerce international. Les institutions nationales du commerce international sont nombreuses, également, variées. On peut en citer plusieurs, mais nous avons ici essayé de les catégoriser en deux éléments. D'abord, il y a les institutions nationales qui facilitent le commerce international, ce qu'on appelle les institutions nationales de facilitation. Puis, dans un deuxième temps, il y a les institutions nationales qui régulent le commerce international, ce que nous avons appelé les institutions nationales de régulation. En ce qui concerne les institutions nationales de facilitation, rappelons déjà qu'à sa 5e session tenue en mars 1999, le Centre de l'ONU pour la facilitation des procédures et pratiques en matière d'administration, de commerce et de transport, qu'on appelle le CEFAT ONU, qui a remplacé le groupe de travail sur la facilitation des procédures du commerce international, a adopté la recommandation numéro 4 intitulée « Organismes nationaux de facilitation du commerce ». Ce centre des Nations Unies pour la facilitation des procédures et pratiques en matière d'administration, de commerce et de transport recommande au gouvernement de créer et de soutenir des organismes nationaux de facilitation du commerce avec la participation équilibrée des secteurs publics et des secteurs privés. À quoi servent ces institutions nationales de facilitation? Mais ces institutions servent à identifier les problèmes juridiques ayant un effet sur le coût et l'efficacité du commerce international du pays. De concevoir des mesures propres à réduire les coûts et améliorer l'efficacité du commerce international. De participer à la mise en œuvre de ces mesures. De créer un mécanisme national de coordination pour rassembler et diffuser des informations sur les meilleures pratiques en matière de commerce international. Puis enfin, d'améliorer la facilitation du commerce et l'efficacité commerciale dans le pays. On peut donc voir que ces institutions nationales de facilitation ont un rôle important à jouer dans le commerce international. Parce que les formalités, les procédures, les documents administratifs dans le domaine du commerce international découlent de la nécessité pour les gouvernements et les opérateurs de surveiller et de contrôler les mouvements de marchandises, le transfert des services, les flux financiers connexes. Parce que il y a des droits de douane à payer. Oui, il faut aussi contrôler les mouvements transfrontaliers pour lutter contre le trafic des stupéfiants, les trafics d'armes, les déchets dangereux, etc. Donc, on a besoin de faciliter les opérations du commerce international, mais il faut qu'il y ait une surveillance de ces opérations. C'est pour toutes ces raisons, donc, qu'il est important que dans chaque pays, qu'il y ait des institutions nationales de facilitation. Parce que le rôle de ces institutions est capital pour pouvoir faire de telle sorte que chaque pays ne puisse pas avoir des procédures qui seraient propres à lui et inconnues des autres, ce qui ferait du commerce international un domaine complètement labyrinthique.
Si vous souhaitez approfondir la connaissance de ces institutions de facilitation, allez sur le site www.unece.org/CFAC et vous aurez sur ce site-là la liste, les adresses, les documents des institutions de facilitation. À côté donc des institutions de facilitation, nous avons les institutions nationales de régulation du commerce international. Je dirais quasiment dans chaque pays, on trouve des institutions nationales qui ont vocation à encadrer, à régir, à intervenir dans le domaine du commerce international. Mais tout ceci dépend naturellement du droit international d'une part, du droit régional ou national sur le pays d'autre part, mais également, il ne faut pas l'oublier, de la puissance économique et commerciale de ce pays. Parce que vous pouvez avoir une institution nationale, sa puissance sera liée à la réalité de la puissance commerciale du pays. Je ne vais pas ici citer, puisqu'il s'agit de chaque pays, je ne citerai pas ici les institutions nationales pour chaque pays. Je vous renvoie au site concerné, vous verrez, vous allez sur le site IZF, par exemple pour l'Afrique centrale, vous verrez izf.net, vous verrez pour chaque pays quelle est la politique commerciale, quelles sont les institutions commerciales, etc. Je prends l'exemple parmi ces pays, le Cameroun. Le Cameroun, c'est le ministère du Commerce qui est responsable de la définition, de la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique commerciale du Cameroun. Pour ce faire, ce ministère reçoit également l'avis de la Chambre de commerce de l'industrie et des mines, également reçoit des avis des milieux d'affaires, notamment du syndicat patronal qu'on appelle le Chicago. Alors cet exemple du Cameroun, on peut le retrouver dans d'autres pays de la sous-région, il n'y a rien de spécifique. Mais allez sur le site izf.net, vous verrez, là, vous trouverez les documents sur les politiques commerciales de chaque pays d'Afrique centrale, vous trouverez les documents sur les institutions nationales, etc. Alors, en dehors de l'Afrique, je pourrais citer l'exemple des États-Unis, un pays puissant, où le pouvoir constitutionnel de définir la politique commerciale relève clairement du Congrès, mais le président étant responsable des relations internationales, son intervention en matière commerciale est bien sûr décisive. Particulièrement lorsque les questions commerciales s'imbriquent avec des considérations géopolitiques, des considérations de sécurité nationale, le rôle du président est déterminant. On voit aujourd'hui le rôle, par exemple, du président Donald Trump avec l'outil de guerre commerciale vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de l'Iran, vis-à-vis de la Russie. Donc, même si constitutionnellement, c'est le Congrès qui définit la politique commerciale, mais le président des États-Unis a un rôle important parce qu'il est d'abord conseillé en la matière par le Conseil de la politique économique. Le Conseil de la politique économique a à sa tête ce qu'on appelle le représentant des États-Unis au commerce. Et ce représentant des États-Unis au commerce, US Trade Representative, a un rôle important à jouer, puisque l'on voit les sanctions commerciales que les États-Unis infligent aux entreprises, aux États. Un autre pays puissant, je dirais une région puissante, prenons l'exemple de l'Union européenne. L'Union européenne qui dispose de deux instruments importants. Il y a le régime commun applicable aux exportations, puis il y a le régime commun applicable aux importations. En outre, on voit aujourd'hui l'influence que l'Union européenne va exercer sur les pays en développement, notamment les pays africains, au travers des accords de partenariat économique, qui sont des accords commerciaux visant à développer le libre-échange entre l'Union européenne et les pays dits ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique. Ces accords ACP, ces accords APE, dans leur état actuel, prévoient la suppression immédiate des droits de douane sur les produits originaires des pays signataires entrant dans l'Union européenne et la suppression progressive des droits de douane sur les produits originaires de l'Union européenne lors de leur entrée dans les pays signataires. Alors, l'on voit bien qu'il y a une réciprocité, mais le problème c'est le poids économique de l'Union européenne. Parce qu'une fois que les produits européens rentreront comme il est
entendu, notamment pour le cas de la CEMAC, la suppression des droits de douane, était visée à l'horizon 2021, on verra ce que ça donnera. Mais là, on voit que l'Union européenne est un colosse dans le commerce international par rapport aux pays d'une région comme la CEMAC. Donc si les produits européens rentraient sans droit de douane dans l'espace CEMAC, on voit très bien qu'il peut y avoir des problèmes. C'est le débat qu'il y a eu entre le Cameroun et ses voisins qui considèrent que le Cameroun aurait de façon active signé des accords AP sans prendre en considération les intérêts des autres, et les autres pays qui pensent que, et le Cameroun d'ailleurs, lui pense que les autres pays sont quelque peu frileux et que n'ayant pas une véritable industrie, n'ont pas un intérêt à signer rapidement ces accords. En fait, ça c'est un débat interne à la communauté sur lequel je ne voulais pas m'étendre. C'est juste pour montrer la puissance, le rôle de la puissance dans le commerce international. Donc nous avons vu les institutions nationales. Les institutions nationales, nous avons vu les institutions internationales. Maintenant, au-delà des institutions, ou à côté des institutions, il y a des opérateurs du commerce international. Parce que les institutions régulent, les institutions encadrent, les institutions sanctionnent, mais ces institutions ne font pas du commerce international. Ce sont les acteurs, il y a des acteurs privés et publics du commerce international. Donc regardons ce que nous appelons ici les opérateurs du commerce international. Parmi ces opérateurs, nous avons les opérateurs privés. Puis, il y a les opérateurs publics. En ce qui concerne les opérateurs privés, les questions qui retiendront notre attention ici, c'est d'abord la question de l'attribution d'une nationalité aux sociétés. C'est important de savoir quelle est la nationalité de sa société, parce que de cette nationalité découlera des règles qui seront applicables à celle-ci, y compris les règles qui régiront les opérations que cette société serait amenée à faire en matière de commerce international. Il y a donc, et là je vous renvoie au droit des affaires classiques, la question de la nationalité initiale de la société. Cette question de la nationalité sociale qui se dans le débat sur l'immatriculation d'incorporation, c'est un vieux débat. La question du siège social, le débat sur le siège social également. Puis une autre question qui souvent intervient dans les litiges en matière de commerce international, c'est la question du changement de nationalité de la société. Alors, bien souvent on s'interroge, ce changement peut être volontaire, c'est-à-dire qu'on transfère le siège social d'un pays à un autre. Mais ce changement peut être également involontaire. Comment? Je pose la question. Prenons un exemple. Les associés peuvent alors dissoudre le groupement, apporter des éléments de son patrimoine à une nouvelle structure sociétaire créée ailleurs. La formule présente de graves inconvénients de temps et de coût, et les membres du groupement préféreront revendiquer la survie de la personne morale initiale. C'est-à-dire, on va garder la personne morale de la société initiale, mais simplement la transférer ailleurs. Alors, une certaine doctrine a exprimé son hostilité à l'égard de ce schéma. La personne morale ne saurait se soustraire à sa seule loi d'origine. Son immigration commanderait sa dissolution. A l'inverse, une plus large doctrine contemporaine, prenant appui sur le succès en jurisprudence des thèses de la réalité des personnes morales, admet la persistance du groupement en dépit du transfert de son siège social à l'étranger. Les statuts de la société seront mis en conformité avec la loi nouvelle sans que pour autant il n'y ait à reconstituer la personne morale. Dans un système qui désigne la nationalité d'une personne morale par référence à la localisation de son siège social, le changement de souveraineté du territoire sur lequel celui-ci est situé entraîne logiquement le changement de nationalité. L'exemple, c'est le Sud-Soudan. C'est-à-dire que vous avez une société qui est installée au sud du Soudan d'avant, puis il y a un nouvel État qui naît, le Sud-Soudan. Alors, la société change de nationalité. C'est une société qui était soudanaise, c'est vrai, mais là, va acquérir la nouvelle nationalité, la nationalité du Sud-Soudan. Donc, c'est des questions qui arrivent. Un autre débat intéressant, sur lequel vous aurez probablement à travailler, à approfondir vos connaissances, c'est la question de la reconnaissance des sociétés étrangères.
Cette reconnaissance des sociétés étrangères peut s'entendre de l'admission sur le territoire national de l'existence et des effets d'une personne juridique étrangère. Le droit conventionnel est apparu une nouvelle fois comme la méthode la plus sûre de surmonter les entraves du droit commun. S'agissant de la reconnaissance des personnes morales étrangères, il y a une convention, la Convention de la Haye du 1er juin 1956, relative à la reconnaissance de la personnalité juridique des sociétés, associations et fondations. Il y a une conjugaison dans cette convention des critères du siège social et de l'incorporation. La dite convention prévoit la reconnaissance de plein droit de la personnalité acquise en vertu de la loi de l'État contractant, dans lequel les formalités d'enregistrement ou de publicité ont été satisfaites et où se trouve le siège statutaire. Néanmoins, un État contractant dont la loi prendrait en considération le siège social réel pourrait ne pas reconnaître cette personnalité si ce siège est considéré comme se trouvant sur son territoire. C'est l'article 1er, alinéa 2 de la Convention qui nous dit. Ainsi, donc, d'évidence, la société constituée et immatriculée dans un État relève nécessairement de la loi de celui-ci. Mais, ainsi qu'il a été justement observé, cette affirmation n'a de portée qu'à la condition que la société ait été immatriculée ou enregistrée dans le pays qui convient. C'est pourquoi, sur cette question, la doctrine retient à ce titre la compétence du pays du siège social. De fait, les fondateurs de la société qui fixent le siège social de celle-ci, le siège statutaire, doivent respecter la loi de cet État ou la constitution de l'être moral. L'absence de coïncidence du siège statutaire et du siège réel conduira néanmoins à privilégier la loi du pays du dernier au titre de la fraude à la loi. Sinon, de l'intérêt des tiers, qui pourront toujours l'invoquer dans les termes de l'alinéa second de l'article 1837 du Code civil. Ainsi, la société constituée dans l'état de son siège statutaire, mais sans rapport avec le siège réel de ses activités, et dans le seul but, en fait, d'éluder la loi de ce dernier, devait être déclarée nulle. La compétence de la lex societatis, c'est-à-dire la loi du siège social, au fonctionnement de la personne morale étrangère doit être précisée. Que l'on s'attache à considérer la société isolément ou dans le cadre d'un groupe de sociétés auquel souvent elle s'agrégea. La compétence de principe de lex societatis ne doit pas conduire à méconnaître la possible influence des lois de police locales. C'est pourquoi la loi du siège social, lex societatis, affiche la compétence la plus large pour gouverner au fonctionnement de la personne morale. Enfin, la règle de conflit sociétaire admet l'application éventuelle du système du renvoi ou de la prise en considération de la loi étrangère ainsi que le LUS, la célèbre affaire de la Banque ottomane devant la Cour d'appel de Paris, la décision, l'arrêt du 3 octobre 1984. De principe, la compétence de la lex societatis sera parfois écartée devant l'intervention des lois de police locale d'application impérative. Par exemple, lorsqu'il y a une réglementation qui touche le droit du travail, lorsqu'il y a une réglementation qui touche par exemple le problème de crédit, lorsqu'il y a des normes impératives en matière d'hygiène, santé, etc. Il y a plusieurs domaines comme ça. À côté donc de ces opérateurs privés que nous venons de voir, il y a les opérateurs publics. Alors, nous voyons aujourd'hui de plus en plus, dans beaucoup de pays, les acteurs publics intervenir dans le commerce international. Et ces acteurs publics, ça peut être des entreprises publiques ou des entreprises du secteur public, parce que parfois les lois internes ont des définitions ambiguës. Mais retenons simplement que dans les relations d'affaires
avec l'État ou ses émanations, l'instrument juridique doit saisir une relation originale, où les rapports de force sont doublement déséquilibrés. Ces rapports sont déséquilibrés lorsque vous traitez avec un opérateur public. D'abord au profit de l'État, dont les pouvoirs politiques sur le territoire duquel l'opération se réalise sont considérables. Ensuite, au profit de l'entreprise étrangère, une puissance multinationale par exemple, dont les connaissances techniques, voire les moyens économiques sont souvent plus puissants que ceux de son vis-à-vis. Si chaque relation a des traits propres, parce que chaque opération est assez particulière, mais on peut aujourd'hui distinguer quelques traits récurrents dans la construction juridique des conventions impliquant des acteurs publics. Le premier élément sur lequel on devrait revenir déjà, c'est lorsqu'on traite avec un opérateur public, on cherche à soustraire les litiges éventuels à sa justice. C'est-à-dire qu'on élabore le contrat de telle façon qu'en cas de litige, que ce ne soit pas la justice du pays avec lequel vous traitez qui soit compétente. Oui. Puisque par les règles normales, il y a de fortes chances que ce soit la justice de cet État qui intervienne. Alors, compte tenu des rapports déséquilibrés que l'État aura avec le partenaire privé, on va essayer de faire des constructions juridiques qui font qu'en cas de litige, ce soit un autre organe que la justice de l'État qui intervient. C'est le cas, par exemple, des conventions d'arbitrage conclues entre les investisseurs privés et les États qui accueillent les investissements et dont on sait qu'en cas de litige, si cet État a ratifié donc la Convention de Washington, l'affaire, le litige sera porté devant le Centre international de règlement des différends internationaux, le CIRDI. À défaut, on pourra recourir à la Cour internationale d'arbitrage lorsqu'il y a une clause compromissoire qui aura été utilement et intelligemment insérée dans la Convention d'investissement. Un autre élément, toujours dans les rapports avec les opérateurs publics, c'est quel est le droit matériel qui s'appliquera au contrat avec l'État. Et c'est là que se voit la difficulté. Les États renoncent difficilement à l'application de leurs droits. Parfois, c'est des questions constitutionnelles que cela soulève. Quel est alors le droit applicable? Comment faire pour se soustraire de l'emprise de ce droit étatique? Alors, plusieurs hypothèses. On peut évoquer quelques-unes. Tantôt, on va particulariser la présence de l'élément public dans le contrat. Du coup, on va combiner le droit national de l'État contractant avec le droit international, en essayant autant que possible de réduire l'influence du droit de l'État dans l'accord. Mais, deuxième hypothèse, parfois on va plus loin. On va chercher à neutraliser la présence de cet élément public dans le contrat. On va donc, dans l'accord qui sera signé, introduire des clauses compromissoires qui permettent donc de bien préciser que l'acteur public, par exemple, a renoncé à l'immunité de juridiction. Parce que lorsqu'il y a litige, parfois les acteurs publics ou les émanations de l'État souvent font valoir alors leur immunité de juridiction. C'est-à-dire qu'ils peuvent être attraits devant un juge. Certains vont plus loin.
ils ont des immunités d'exécution, donc vous ne pouvez pas saisir leurs biens. C'est pour tout ça que dans la préparation des accords commerciaux internationaux, on va intelligemment essayer de neutraliser cet élément public qui confère donc à l'opérateur public un poids trop important et créerait une relation déséquilibrée entre partenaires. Mais il y a plusieurs jurisprudences, il y a plusieurs décisions dans ces domaines-là. Il faut faire très attention, car n'oublions pas que les acteurs publics sont également gouvernés par le droit international public, qui, lui, parfois impose un certain nombre de considérations juridiques dont on n'aura pas, dès le départ, perçu l'importance, la pertinence et surtout la prééminence sur la simple volonté des parties. Il y a le droit coutumier, il y a, etc. Donc on voit parfois dans certaines décisions, on arrive à des surprises désagréables puisque le juge saisi fait prévaloir le droit international public sur le droit du commerce international en tant que droit spécialisé. Donc à ce sujet, il y a une prudence nécessaire à avoir. Voilà, mesdames, messieurs, présenter l'organisation du commerce international au travers des diverses institutions qui gouvernent et régulent ce commerce international. Nous allons donc aborder le deuxième chapitre qui porte sur les instruments du commerce international. Chapitre 2, les instruments du commerce international.